Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 3 septembre. Tension entre Niamey et Paris. La justice nigérienne ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, désormais privé de son immunité diplomatique. Les perspectives de relance du processus de paix au Sahara occidental, l'objet d'échanges entre le président sahraoui Brahim Ghali et une délégation américaine conduite par Joshua Harris. Deux morts en Espagne suite à de fortes pluies et des tempêtes ayant provoqué des inondations dans le nord et l'ouest du pays. Et puis dédollarisation, et si les échanges en monnaie locale pouvaient aider les économies émergentes à devenir plus stables et plus internationales, à suivre l'annonce inattendue de la patronne du FMI. Bonjour à tous. Les tensions diplomatiques entre Niamey et Paris restent vives. La justice nigérienne a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, suite à une requête envoyée par les militaires au pouvoir. Les autorités nigériennes reprochent en outre aux diplomates français d'avoir émis des propos discourtois et agissements contraires aux intérêts du Niger. Sylvain Ité est aussi privé de son immunité diplomatique. Cette décision avait été prise suite à son refus de quitter le pays en 48 heures. Pendant ce temps, les Nigériens continuent d'exiger le départ des soldats français de leur sol. Des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues de Niamey et Oualam pour s'exprimer, à l'exemple d'Adama Zourkaleni Maïga, une maman qui se sent plus que jamais concernée par l'avenir de ses deux filles. Neila Hamouda. Déterminée, rien ne semble l'arrêter. Maïga, mère célibataire de 2 enfants, se prépare à rejoindre la manifestation pour protester contre ce qu'elle a appelé le néocolonialisme de la France. Au programme, phare aux couleurs nationales. Une journée où je dois encore plus hausser le ton, ou disons hausser la voix pour dire non au néocolonialisme, pour dire que j'ai envie de plus de liberté et que j'ai envie que mon pays soit encore plus souverain. C'est bon. Pour cette Nigérienne, l'avenir de ses enfants, c'est maintenant. C'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, ce que la France est en train de faire, la France est en train de sauver l'avenir de ses enfants à eux. Parce que nous, pendant plus de 103 ans, nos ancêtres et nos parents et nous-mêmes, on est toujours encore sous la domination de ces colons-là. On ne sent pas que vraiment on est en train même de se développer. On nous parle de développement, on nous parle de démocratie, alors que quand vous venez dans notre pays, ça ne se reflète pas. On voyage, on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe chez eux, par exemple. Maïga sort de son mutisme. Son objectif est de prendre place dans le processus politique de son pays. Pour elle, descendre dans la rue, c'est devenir véritablement indépendant, une fois pour toutes. Il est temps qu'on laisse aux Africains la place qu'il leur faut et qu'on doit évoluer de nous-mêmes, qu'on doit choisir de nous-mêmes nos partenaires, nos combats. Vraiment, on veut être totalement libre de nos chaises et de nos faits. Le bras de fer entre les militaires au pouvoir et la France se poursuit depuis le coup d'État du 26 juillet. Le CNSP dénonce l'ingérence de Paris qui refuse toujours de reconnaître sa légitimité. Les Nigériens, quant à eux, semblent déterminés à en finir avec toute présence étrangère française chez eux.
Le Sahara occidental observe depuis hier un deuil de 3 jours décrété par la présidence sahraoui suite à la disparition d'Abba Ali Hamoudi, commandant de la 6e région militaire sahraoui et membre du secrétariat national du Front Polisario. Selon la présidence sahraoui, Abba Ali Hamoudi est tombé au champ d'honneur en compagnie de 4 de ses compagnons. Cela est intervenu alors qu'une délégation américaine conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, effectue une visite dans les territoires sahraouis. Cette délégation a été reçue notamment par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali. Les échanges ont porté sur les moyens de soutenir les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en faveur de la relance du processus de paix bloqué en raison de l'obstruction et de l'obstination de l'occupant marocain. Pour le président Rali, le succès de Mistura dans sa mission dépend grandement du soutien que lui apporte le Conseil de sécurité, notamment les pays influents comme les États-Unis. Et le périple de la délégation américaine revêt une importance particulière pour la relance du processus de paix, surtout que le département d'État a indiqué avoir rencontré notamment l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Le point avec Sofiane Barodi. Une délégation américaine avec à sa tête Joshua Harris, sous-secrétaire d'État, chargé des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a visité les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Le haut diplomate américain a rencontré à cette occasion le président de la RASD, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali, ainsi que des hauts responsables sahraouis et des représentants des Nations Unies et d'ONG internationales. Le département d'État a exprimé sur X, ex-Twitter, que Joshua Harris s'était réuni avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. La visite de cette importante délégation dans les camps de réfugiés sahraouis vient en soutien au processus politique de l'ONU au Sahara occidental, dans un esprit de réalisme et d'engagement afin de trouver une solution durable et digne en faveur du peuple du Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé la communication. Pour rappel, Washington, à travers le secrétaire d'État Anthony Blinken, a récemment rappelé son engagement à une solution pacifique via le soutien au processus politique des Nations Unies au Sahara occidental, dans le respect du droit international. Pour rappel, depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines en novembre 2020, le Sahara occidental vit une situation de conflit. À ce propos, Bali Mahmoudi, le commandant de la 6e région militaire de l'Armée populaire de libération du Sahara occidental, ainsi que 2 de ses compagnons, sont morts au combat dans un bombardement perpétré par les forces d'occupation marocaines. La présidence de la République sahraoui a décrété 3 jours de deuil à la mémoire des martyrs. Dans le même sillage, l'Armée populaire de libération du Sahara occidental a annoncé que des détachements d'assaut avaient attaqué les positions du 36e bataillon de l'armée d'occupation dans la zone de Guelbennes, dans la région d'Ousselt. Des frappes concentrées ont également ciblé la zone de Tadoulat, toujours dans la région d'Ousselt, au sud du Sahara occidental. Le communiqué mentionne également que la PLS a effectué des bombardements contre des enclaves ennemies dans le secteur de Haouza, où d'importantes pertes auraient été infligées aux forces d'occupation. Des indices de l'intensification du conflit en cours au Sahara occidental sont donc enregistrés, alors que la République arabe sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques et que les poids lourds de l'échiquier diplomatique international assurent de leur appui aux efforts de résolution politique de la question sahraoui, dans le respect du droit international, qui préconise le droit à l'autodétermination et à l'indépendance de la dernière colonie du continent africain. Allez, on reste en Afrique, au Gabon. Cette fois, les militaires qui ont renversé Ali Bongo Ondimba en milieu de semaine ont annoncé hier la réouverture des frontières avec effet immédiat. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le porte-parole du comité pour la transition et la restauration des institutions. Soucieux de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État, tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de ce samedi 2 septembre 2023.
Les Ivoiriens attendent ce dimanche les résultats des élections locales. Près de 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter hier pour élire les maires et les présidents des conseils régionaux. Les tendances concernant la participation n'ont pas encore été rendues publiques. Il s'agit de la dernière élection avant la présidentielle de 2025. Proche-Orient, l'entité sioniste, une nouvelle fois ébranlée par les manifestations. Des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la 35e semaine consécutive. Conflit russo-ukrainien, la défense ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé ce dimanche une attaque de drones sur le sud de la région d'Odessa, touchant les infrastructures portuaires du Danube et blessant au moins 2 personnes, une information aussitôt démentie par Moscou. Et dans ce même contexte, Kiev a annoncé que les systèmes de défense aérienne ukrainienne avaient abattu 22 des 25 drones de la Russie que la Russie avait lancés tôt ce matin dans la région d'Odessa. Je vous disais en titre, de fortes pluies et des tempêtes ont provoqué des inondations dans le nord et l'ouest de l'Espagne et dans les deux personnes sont décédées à la suite de ces intempéries. C'est après qu'une série de vagues de chaleur ait ravagé le pays tout au long de l'été. L'Espagne subit des averses torrentielles qui, selon l'agence météorologique espagnole, persisteront jusqu'à demain. Je vous disais également en titre le mouvement vers la dédollarisation en faveur d'une utilisation plus effective des monnaies locales dans les échanges commerciaux internationaux gagne du terrain depuis le dernier sommet des BRICS à Johannesburg. Et dans ce contexte, le FMI a apporté sa voix au nombreux soutiens à cet élan. Lors d'une interview accordée à la télévision chinoise, la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que le commerce en monnaie locale pouvait aider les économies émergentes à devenir plus stables et plus internationales. Dans l'ensemble, c'est positif. Lorsque les pays sont en mesure d'utiliser leur propre monnaie, cela leur donne de meilleures perspectives. Nous travaillons avec nos membres pour les aider à mettre en place une politique budgétaire et monétaire qui rend leur monnaie stable et plus susceptible d'être un moyen d'échange dans les transactions internationales. Nous travaillons également avec les pays pour les aider à construire des marchés obligataires locaux afin qu'ils puissent mobiliser des financements en monnaie locale pour investir dans leur développement. Allez, direction les États-Unis à la suite d'un malheureux épisode météorologique ayant pour nom Idalia, l'ouragan dont a été victime l'État de Floride. Le président américain Joe Biden s'est rendu sur place hier pour constater l'étendue des dégâts et tenter de réconforter les victimes de la tempête, notamment à Lifecock, l'une des régions les plus gravement touchées. Allez, parlons football avant de terminer le stage de préparation de la sélection algérienne en prévision de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2023, initialement prévue à Tabarka en Tunisie, a été finalement délocalisée à Constantine, précisément dans le complexe Shahid Hamlaoui. Selon la Fédération algérienne de football, l'Algérie doit affronter la Tanzanie le 7 septembre à Annaba. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.